on va aller sur ces questions. Je pense que vous allez en parler, Antoine, d'ailleurs. Donc, merci. Donc, en effet, on va aller sur ces enjeux de ressources, d'action, de prévention, d'agir en amont, en direction des jeunes, avec nos intervenants qui sont des Nantais. Ils sont tous engagés, ils nous diront quelques mots de leur activité associative, mais ils sont aussi là avec ce regard d'expertise sur ce qu'il est possible de faire, à quel moment il est possible de faire. Donc, je vous présente Antoine Souillard, qui est président de Nightline France, Nightline Nantes, pardon, et délégué porte-parole de Nightline France, voilà, et qui, en quelques mots, nous expliquera ce qu'est Nightline. Et puis Éléonore Berthe, présidente de l'association Qui tout double. Et Éléonore, elle nous a accompagnés dans le cadre de cette saisine. Elle est intervenue en direction du panel de citoyens, donc on compagnonne. Merci Éléonore. Voilà, donc Antoine, si quelques mots. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Et comment est-ce que vous allez vraiment? Ah, ça c'est une autre question. Donc enchanté, je m'appelle Antoine Souillard, donc comme on m'a très bien introduit, donc je suis bénévole à l'association Nightline, qui est une association nationale avec un plateau nantais qui a ouvert de cela 1 an et demi. Je suis donc le président de l'antenne nantaise depuis bientôt 1 an et demi. Donc Nightline, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui agit pour la santé mentale des jeunes et en particulier des étudiants. Et donc pour cela, on a différents axes d'action. L'un de nos principales missions, c'est une ligne d'écoute qui est ouverte tous les soirs de 21h jusqu'à 2h30 du matin, dans laquelle on va accueillir des étudiants avec une écoute non directive, bienveillante, sans jugement et anonyme, que ce soit par téléphone ou par chat. On fait aussi des actions de prévention et de sensibilisation. On est en train de développer actuellement la fresque de la santé mentale qui est en train d'être mise en place sur le territoire français. Et puis on intervient aussi au niveau des facultés, des écoles, etc. Et on a aussi un dispositif qui s'appelle le dispositif Sentinelle, qui est donc la formation d'étudiants qui peuvent détecter certains signes chez d'autres étudiants pour les orienter vers différentes structures. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Du coup, je suis là pour vous parler en premier déjà des différents enjeux, aussi de pourquoi, comment est-ce que nous, vu qu'on est au contact tous les soirs des étudiants qui ont besoin de parler, de s'exprimer, c'est quoi les différentes raisons, tout simplement, de pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers nous. On va avoir en grande majorité, en premier, ça va être des enjeux sociaux avec les proches, la famille. Dans près de 65% des jeunes et étudiants qu'on va recevoir, les relations sociales est un facteur très important, que ce soit la famille, les amis, les relations amoureuses, etc. En deuxième, ça va être l'estime de soi, autour de 45% des gens, que ce soit leur questionnement sur leur vie professionnelle ou en études, comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à eux-mêmes, leur confiance en soi, etc. Et puis dans 40% aussi, ça va être tout simplement la santé mentale en général, leur anxiété, la dépression, etc. Tous ces facteurs-là qui vont forcément les impacter. Et puis à côté de ça, ça va être aussi tout ce qui va être leur condition physique qui revient, le handicap. On va aussi avoir tout ce qui est la société et le monde en général, puisqu'en ce moment, ça peut être un peu angoissant, on va pas se mentir. Et puis aussi tout ce qui va être toutes les formes de violence, que ce soit les violences psychologiques, physiques et sexuelles. C'est aussi quelque chose qui revient malheureusement beaucoup trop souvent. Donc voilà, ça c'est toutes les raisons qu'on va avoir, qui reviennent en tout cas le plus. Et donc nous, pour répondre justement à ces besoins, c'est se demander comment est-ce qu'on peut le mieux pouvoir écouter, parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est un besoin d'écoute. C'est un besoin d'avoir quelqu'un en fait juste qui porte l'oreille, tout simplement. Ça peut paraître tout bête, mais se dire je vais parler à quelqu'un, je vais vider mon sac. C'est un peu l'une de nos devises, dire écris ce que tu as à écrire, dis ce que tu as envie de dire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde. En fait, ils viennent chez nous pour ça, pour être écoutés, tout simplement. Juste parler et dire ce qu'ils ont à dire, c'est super important. Et donc pour cela, c'est aussi s'adapter aux besoins. Donc là, on s'adresse à des jeunes et des étudiants. Donc s'adapter à eux, c'est d'abord utiliser le pair à pair. Ce sont des étudiants entièrement qui sont formés
une formation de 48 heures qui est labellisée, etc. Donc c'est uniquement des étudiants. Le pair à pair est super important. Se tourner vers des gens qui peuvent nous comprendre, qui parlent le même langage que nous, en fait, qui ont les mêmes codes. Tout simplement, c'est beaucoup mieux que de tourner vers d'autres personnes qui peuvent avoir 40 ans ou plus, où on peut se dire ils comprendront pas mes codes. Hein. Alors je dis pas que vous n'êtes pas jeune, hein. Le prenez pas comme ça, vraiment. Le prenez pas comme ça du tout. Euh, mais dans le sens, forcément, c'est beaucoup plus simple de parler à des gens qui vivent la même chose que nous. Et puis aussi, s'adapter de 1 au niveau des horaires. En fait, on ouvre de 21h à 2h30 du matin. Cet horaire-là, il n'y a personne d'autre d'ouvert. Il n'y aura personne d'autre, etc. Et puis surtout, en fait, c'est le moment tout simplement où les étudiants, ils se retrouvent dans leur lit à regarder le plafond et à se dire, ça va pas là, en fait. Donc, et puis, en fait, c'est aussi la fin de leur journée. Ils ont fini les cours, certains ont des boulots à côté, etc., etc. Donc, c'est un peu la plage parfaite. Et puis enfin, aussi en termes de moyens de communication, on peut autant passer par chat écrit que par message, que par appel téléphonique. Et c'est beaucoup plus simple de se livrer, en fait, de ne pas avoir se dire il n'y a pas ma voix, il n'y a pas mon visage. C'est de manière anonyme, donc on peut vraiment parler de tout. On peut parler des sujets dont on a honte, on peut parler des sujets qu'on peut peut-être pas aborder avec d'autres gens. Et donc on a à peu près 75% de nos chats, de nos appels globaux qui sont faits par chat. Ça montre vraiment une prédominance de cette envie-là. Et puis enfin, pour finir, c'est aussi un des buts, et c'est ce que l'a dit le psychiatre juste avant, c'est aussi un rôle de Nightline de déstigmatiser la santé mentale. C'est super important, rendre compte qu'en fait la santé mentale, c'est pas en effet juste des troubles mentaux. En fait, quand on se dit est-ce que ça va vraiment, en fait, n'importe quelle question, au final, c'est se dire comment va ma santé mentale. Et donc déstigmatiser ça, en parler. Donc c'est le rôle aussi de la fresque de la santé mentale, que tout le monde puisse se rendre compte. Donc aussi des actions de sensibilisation sur les campus, dire c'est normal et c'est ok en fait de prendre soin de sa santé mentale. Et on voit que quand on en parle en bien, ça aide les gens. Je prends l'exemple de Stromae qui avait interprété l'enfer sur TF1 en prime. En fait juste après toutes les lignes d'écoute étaient blindées parce que les gens se disaient je suis pas seul en fait là-dedans. Et donc c'est super important, c'est aussi notre rôle d'intervenir autant auprès des jeunes au niveau individuel, mais aussi de déstigmatiser la santé mentale au niveau sociétal. Ça en fait des choses, dis donc. Wow, j'ai beaucoup parlé. Non, vous avez été parfait, Antoine. Éléonore, oui, on peut. Oui, c'est vrai. Bravo. Éléonore, je te laisse te présenter. Parfait, merci beaucoup de m'avoir contacté pour tout ce parcours, tout ce chemin du Conseil du développement. Donc moi je suis Éléonore Baird, je suis infirmière déléguée à la santé publique à La Chapelle-sur-Erdre. Je suis également cofondatrice d'une association qui s'appelle Guérir en mer les Sables d'Olonne sur l'épuisement professionnel des soignants. Et donc ici je suis là en tant que bénévole pour présenter l'association Qui tout double, dont je suis la présidente, qui est une association qui a créé un programme d'éducation à la santé mentale dirigé vers les jeunes. On a vu tout à l'heure que les maladies psychiques pouvaient apparaître très tôt. Notre idée, c'était d'intervenir avant l'apparition des premiers symptômes, des premiers troubles, pour déstigmatiser, qui est vraiment indispensable pour pouvoir se rétablir le plus rapidement possible. Voilà. Sinon, Qui tout double, on a aussi développé une mission qui s'appelle Pépite au casque. On a fait plusieurs événements dans le but de présenter un plaidoyer auprès des élus aussi. Donc, je suis ravie que la santé mentale mobilise autant de personnes, et on présentera le plaidoyer évidemment animé par des jeunes de l'association Qui tout double le 27 mai. Donc pour mon intervention, on m'a demandé de parler des ressources, mais avant je voulais reprendre ce qu'a dit Antoine sur toute la relation d'aide en fait qu'il apporte avec son association. Je vais commencer par une petite citation. « Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient
parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. Ça, c'est Carl Rogers, un psychologue américain dans les années 40, qui était d'orientation humaniste et qui a créé la thérapie centrée sur le patient. Donc on part du patient, on écoute et on le soigne à travers ça. La parole, le dialogue, la communication, ça soigne. S'écouter, penser, mettre son fil de réflexion dans l'ordre, prendre du recul par rapport à ses émotions, etc. Tout ça, en fait, c'est la base et c'est absolument capital dans le soin en santé mentale. Il y a une étude de santé publique sur les maladies chroniques, donc c'était une étude spécifique à l'éducation thérapeutique du patient. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de définir tout ça, mais moi, mon objectif, c'est que vous partiez avec plus de questions que de réponses. Donc, si ça vous intéresse, renseignez-vous. Qui mettait en évidence, en fait, donc là, je parle d'une étude de santé publique. Donc, on sort un petit peu de la santé mentale, bien que ça en fait partie, mais pas que. On parlait du diabète, de l'hypertension, etc. Et on a étudié 2 échantillons de population. Une population avec rendez-vous chez le médecin, traitement, et ils se soignent comme ça. Et notre échantillon de patients qui prenait ces traitements et passait le temps nécessaire, ça c'était toujours le patient qui décidait, combien de temps il avait besoin, avec une infirmière, enfin un infirmier. Il y a beaucoup d'infirmières, donc on va dire une infirmière, mais il y a aussi des infirmiers. Eh bien, il se trouve que la personne qui est suivie par les infirmiers avait des résultats de rétablissement bien supérieurs à la personne qui a juste pris ses traitements avec les conseils et les informations du médecin. Ça s'est vérifié dans toutes les maladies chroniques. Plus on passe de temps avec du personnel soignant, une personne formée, éducation thérapeutique, c'est 40 heures. Ici, j'ai entendu 48 heures. Voilà, c'est quand même des formations nécessaires pour avoir un vrai impact significatif sur le rétablissement des patients. Donc là, je parle des maladies communes. La maladie mentale, la maladie psychique, les troubles psychiques, c'est ce qu'on appelle les maladies de la relation des émotions. Donc l'exposition à une personne humaine est d'autant plus essentielle. Je trouve ça chouette qu'il y ait des bénévoles qui fassent ça. C'est vraiment top, c'est parfait. Parce qu'en vrai, c'est un travail soignant, ce que vous faites. Et tant mieux que vous ne soyez pas rémunérés, parce que ce serait des horaires de nuit. Et c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas. Voilà, donc l'exposition à une personne humaine dans le soin, une personne à l'écoute, formée, c'est vraiment un gage qualitatif dans une prévention. Et maintenant, je vais parler des ressources. Alors, avant de parler des ressources, on va aussi parler des stigmatisations. On a eu un psychiatre qui a commencé la présentation. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale. La santé mentale, ce n'est pas une spécialité médicale. Ça relève d'une culture, plus d'une éducation. Donc, quand on va au travail ou à l'école ou au lycée et qu'il y a une personne qui fond en larmes, est-ce judicieux de dire tu devrais aller consulter? Peut-être pas. Peut-être que lui proposer une boisson chaude, ça peut être aussi adapté. Après, si c'est tous les jours et si c'est très intense, évidemment qu'à un moment donné, c'est important d'aller voir le médecin, mais on peut, chacun à son niveau, apporter un soutien. Et la santé mentale, c'est tout le temps, à chaque interaction avec quelqu'un, et même juste avec soi-même. Donc dans les
Dans les ressources, alors ce qu'on a vu sur la planète ressources, donc il y avait plein de choses qui ont été évoquées, notamment l'accès aux soins. Il y a tout ce qui est compétences psychosociales, on en a parlé un petit peu pour être plus précise, parce que c'est un grand mot et c'est peut-être compliqué de savoir de quoi il s'agit. En Angleterre, on parle des compétences de vie, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre. Donc c'est tout ce qui est lié à nos émotions, à la communication avec les gens, tout ce qui est technique de résolution de problèmes. En fait, on fait que ça toute la journée, hein, résoudre des problèmes. Ça, c'est les compétences psychosociales. Et puis, c'est aussi tous les projets dans l'avenir. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Tout ce qui est aussi conscience de soi. Donc, la confiance en soi, l'affirmation de soi, l'image de soi, l'estime de soi. Dans les ressources, il y a aussi tout ce qui est habitude de vie, alimentation, activité physique, sommeil, sexualité, tout ce qu'on peut faire dans une journée, une semaine, un mois. Ça dépend du rythme de chacun et c'est OK. Et il y a aussi ce qu'on appelle en santé mentale tout ce qui est soins de support. Alors les soins de support, c'est un peu plus récent. Ça a surtout été mis en évidence grâce aux neurosciences et en fait, on a pu voir les véritables impacts de ce qu'on imaginait jusqu'à maintenant, mais là, on a la preuve. Donc tout ce qui est le rapport avec les animaux, qui est excellent pour la santé mentale, le rapport à la nature, où là, on voit vraiment, enfin, sur les images en neurosciences, c'est toujours sympa, on voit le cerveau s'épanouir dès qu'il est exposé régulièrement à des espaces verts. Et en fait, ces neurosciences, c'est assez curieux parce qu'elles nous révèlent tout ce qui nous manque, tout ce qu'on a changé dans nos sociétés, qui faisait que jusqu'à maintenant on est équilibré et qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. En fait, il y a eu une étude, c'était menée par le docteur William Bird, c'était une étude anglaise, qui faisait le lien, enfin qui a mis en évidence les habitudes de déplacement des enfants de 8 ans depuis les années 1926. En 1926, un enfant de 8 ans, il avait un kilomètre de marche sans adulte de 9 kilomètres pour aller à l'école, pour aller jouer dans les bois avec ses copains, etc. Ça s'est diminué au fil du temps, jusqu'en 2017 où le rapport a été rendu, où les enfants se déplaçaient qu'à 300 mètres autour des adultes. Donc là, on voit bien que traverser un espace vert, ça devient compliqué. Il faut que les parents y soient dispo pour accompagner les enfants. Cette étude, elle a été développée après 2007, jusqu'au confinement. Et à la fin du confinement, le périmètre d'un enfant autour d'un adulte était de 3 mètres. Donc là, ça c'est compliqué pour tout. Alors on parle de santé mentale, mais en vrai en santé publique, ça complique tout. Le surpoids de l'enfant, l'exposition aux écrans, juste sortir de chez soi sur une journée, c'est pas évident pour tous les enfants. Voilà quelques pistes pour la prévention en santé mentale. Je vais m'arrêter là et puis après il y a des questions-réponses. Voilà, Merci. merci beaucoup. On peut applaudir Éléonore. Je tiens à préciser que sur l'atelier sur lequel on t'a fait participer, les membres du panel avaient vraiment encore envie de l'écouter et on a encore envie de t'écouter. Mais je vous propose peut-être d'avoir un peu de temps pour les questions dans le public. Voilà, merci. Bonsoir. Alors moi, je voudrais témoigner concernant les enfants que je connais, les miens. Mon fils, je tiens pourtant mon micro droit, au lycée, pour ne pas le citer, Mandela, 1300 élèves, la réunion de rentrée, le directeur proviseur nous a dit 50% des élèves se prennent des substances pour tenir. Ça ira le premier trimestre, mais on vous dit déjà que le deuxième, ça n'ira pas. Sachant qu'ils ne nous ont donné aucune ressource pour faire face à cette montagne qu'on se prend dans la tête, à savoir que nos enfants iront mal, c'est prévu. Donc ça, c'est les causes sociologiques. Je sais bien c'est des facteurs extérieurs sur lesquels on ne va pas agir ce soir. Mais néanmoins, moi, j'étais un petit peu démunie en termes de ressources
sur la santé mentale. Donc c'est bien qu'il y ait des pairs pour les étudiants. Je ne sais pas si on se rend compte de la pression que subissent les lycéens pour leur choix d'orientation et leur avenir. C'est quelque chose de psychologiquement intenable. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose sur le genre, j'ai une petite de 13 ans. J'ai voulu aller, moi je peux vous le dire, à la messe de Noël. Elle n'a pas réussi à sortir de chez elle. Elle était terrorisée parce qu'elle avait peur parce qu'il faisait nuit et que c'était impossible de marcher la nuit. Sachant que je n'ai pas la télévision et qu'elle n'est pas exposée à des informations anxiogènes. Donc je ne comprends pas d'où vient son incapacité à sortir la nuit. Avec moi et son grand frère d'1m80, on était quand même 3 dans la rue, et on a dû faire demi-tour parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était prise de panique et je ne sais absolument pas pourquoi. Donc est-ce que c'est lié à son genre? Est-ce que c'est lié à ce que se disent les filles entre elles? Mais il y a quelque chose qui est très intriguant. Voilà. Est-ce que c'est forcément lié à son genre, oui ou non? Mais c'est sûr que les personnes genrées au féminin, c'est... Alors moi je parle là dans le cadre de Nightline, mais je parle aussi professionnellement. Du coup j'interviens dans une autre association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et en fait les filles sont majoritaires dans les personnes victimes de violences. 90% des personnes victimes de violences sont des femmes. Donc forcément ça peut impacter ce côté anxiogène là. Je dis pas que c'est forcément le cas, mais c'est vrai que du coup forcément ça a aussi un impact au niveau genré et sociétal. Voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Pour les substances et les consommations de toxiques, ils augmentent sur tous les âges. Je sais pas pour les seniors, les personnes âgées, j'ai pas vu les chiffres, mais les adultes, les enfants. Bon là, schéma inquiétant, clairement, il y a un tsunami qui va arriver. Là, pour l'instant ça va, mais alors les produits toxiques, ça va être quelque chose, et l'alcool en premier. N'oublions pas. C'est vrai que substance c'est large, je ne sais pas si c'est médicament, dopant ou drogue. Oui, bon, il y a beaucoup d'amphétamines quand même. Le médecin ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, on voyait une grosse courbe là, chez les filles qui consommaient des médicaments. Ça augmente beaucoup. Les anxiolytiques, c'est contre-indiqué pour les mineurs. Et la plupart des antidépresseurs aussi. Donc déjà, c'est grave de voir la courbe monter comme ça, mais en plus, il s'agit de médicaments qui sont contre-indiqués. Donc, on ne devrait même pas. Bon, bref, c'est sûr que c'est grave. Ensuite, sortir la nuit, c'est pas la seule. Alors moi, j'ai surtout des jeunes filles en suivi, pas beaucoup de garçons. Et en effet, si sortir la nuit, j'imagine depuis le confinement, enfin avant il y avait quand même moins de soucis comme ça, mais si depuis le confinement les jeunes et les enfants n'ont pas eu l'occasion de sortir de chez eux la nuit, eh bien en effet le jour où ça arrive, c'est une expérience. Donc ça peut être compliqué, c'est l'inconnu, il y a toute une rééducation à faire en fait depuis le confinement, et il y a des mauvaises habitudes qui se sont instaurées parce que c'est confortable d'être chez soi. Et puis tout à coup, l'accès aux écrans, c'était la ressource, c'est tant mieux parce que c'était adapté à la situation. Sinon, on ne se serait peut-être pas supporté à domicile. Mais après, il y a un changement d'habitude à avoir. Et ce tremplin-là n'a pas eu lieu. Je veux bien rajouter un truc, mais ça n'a peut-être pas rapport. Mais moi, en tant qu'infirmière, je rêve que dans la France entière, les soignants ils soient mobilisés pour recevoir tous les jeunes qui ont vécu le confinement, qui étaient mineurs à l'époque. On se met autour d'une table à 12, 15, et chacun s'exprime. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce que vous avez aimé? Il faut que ça sorte une fois pour toutes. Le truc, on peut donner des informations, mais je crois qu'ils en ont gros sur la patate, qu'ils s'en rendent peut-être pas compte, et que ça serait bien d'avoir cette parole-là. Et après, c'est bon, on clôt, on n'en parle plus, on aide ceux qui ont besoin, etc. Mais qu'on le fasse, quoi, parce que là, ça fait 5 ans et on en est là. C'était pour revenir par rapport aux drogues, parce que du coup, j'ai été très présente et très près de tout ça. Vu que je suis une jeune fille de 19 ans qui a touché à toutes les drogues, sauf des drogues vraiment trop. Et, et juste, je sais que c'est hyper banalisé en ce moment, les drogues, et surtout l'alcool et les joints. C'est vraiment le truc qu'on a le plus banalisé,
Ça veut dire que dans les personnes que j'ai pu fréquenter dans ma vie, il y a peut-être 20% des personnes de mon âge qui ne consomment pas d'alcool et qui ne consomment pas du tout. Et sinon, la plupart consomment. Et c'est juste... c'est vrai qu'au début, tu vas commencer, etc., à fumer des cigarettes, etc., de l'alcool. Et en fait, après, tu t'arrêtes pas. Actuellement, je suis dans une période où moi, j'ai arrêté, etc., tout ça. Enfin, j'essaye en tout cas. Et je suis juste dans la période où là, ma meilleure amie commence à prendre du crack et de l'héroïne et je ne sais pas comment l'aider. Et en fait, c'est que ça a été tellement banalisé. Au début, tu testes ça, ça. Et là, il faut vraiment trouver des solutions, en fait, des trucs d'écoute, etc. Parce que c'est vraiment compliqué, en fait, surtout pour les jeunes, etc., qui ont soit des problèmes, etc., dans leur famille ou plein de trucs. Mais on va être très souvent amené à consommer des stupéfiants, que ce soit pour le fun, parce qu'on est avec des gens, etc., ou parce que c'est compliqué. Je ne sais pas trop où trouver un endroit où on peut parler d'addiction, etc. Du coup, voilà. Alors, ça va être très rapide. CJC, consultation jeunes consommateurs. Il y en a surtout sur Nantes. Ils sont implantés dans les quartiers. Il y en a sur tout le département. CJC, Google, on a tous les numéros. Alors, comment aider nos amis qui sont en plein dedans ? Pareil sur le taux de rétablissement. On a remarqué qu'il y avait une corrélation entre la qualité de l'entourage, la qualité de la formation de l'entourage et les personnes qui ont un entourage pauvre, qui ne sont pas entourés, qui sont isolés, ou qui ont un entourage qui ne connaissent pas le produit. Donc, la première chose à faire, même si la personne n'a pas envie de se soigner, parce que dans le trouble psychique, il ne faut pas oublier, il y a quand même une grosse part de déni, il y a une grosse part d'autostigmatisation. C'est un des premiers freins au parcours de soins, l'autostigmatisation. Et même quand la personne elle est dans cette situation-là, juste toutes les personnes autour qui se forment à son trouble, ça améliore son état de santé, alors que la personne elle n'a rien fait. Donc si vous avez besoin, CJC, c'est pas que pour les consommateurs, c'est pour tout l'entourage. Et même, là on parle aussi d'écoute, mais c'est vrai, je le vois en tant que bénévole à Nightline, on n'est donc pas du tout des médecins, on n'est pas du tout du personnel médical, on est vraiment que des étudiants, ou qui étaient étudiants. Mais en fait, juste se rendre compte j'ai l'impression que presque qu'on ne sait plus écouter, qu'on ne prend plus le temps d'écouter, qu'on ne prend plus le temps de se renseigner, qu'on ne prend plus le temps de se dire, quand on discute, dites-vous à un moment, est-ce que j'écoute ou je suis juste en train d'attendre de pouvoir relancer une réponse ? Et en fait, très vite, on se rend compte qu'on attend toujours de relancer. Et donc, nous, à Nightline, c'est une formation de 48 heures, c'est que des étudiants, et en fait, très vite, ça change notre vision de chaque relation sociale, de se dire, est-ce que là, je suis en train d'écouter ou je suis en train juste de parler ou de moi, je vais attendre. Et donc, je pense que c'est ultra important. Là, on parle de se former sur différentes choses. Là, dans ton cas, c'est pour aider quelqu'un sur de l'addictologie, mais juste écouter, prendre le temps pour ses proches, mais ça change tellement. C'est un truc de fou, vraiment. Donc, bon courage en tout cas, et je t'envoie plein d'ondes positives, toi et ta meilleure amie, et tous tes proches qui vont pas bien. Et tous vos proches, en fait, à tous, tout le monde, même pour vous. C'est gratuit. J'ai oublié quelque chose d'essentiel. Bravo et félicitations pour t'être détaché de tout ça, parce que c'est hyper dur. Moi, je suis effarée que dans le lycée Nelson Mandela, on puisse balancer un truc comme ça en disant « Pardon, ça va être un peu brutal, démerdez-vous avec ça ». Donc, je me dis, quel est le rôle de l'infirmière scolaire là-dedans ? J'imagine qu'elle n'est pas du tout raccord avec ce qui s'est dit, mais comment elle peut être une alliée et comment les associations de parents d'élèves qu'il doit y avoir peuvent aussi mettre ce sujet sur la table et dire « Très bien, vous avez fait un constat, maintenant on fait quoi et on fait quoi ensemble ?» Enfin, ça me paraît, faut y aller, quoi. Deuxième point, vous avez parlé du pair à pair tout à l'heure.
Alors, je ne veux pas me tromper sur votre prénom. Antoine? Oui, Antoine. Ça fait écho parce que l'appréhension de votre fille à sortir, où je me dis, ouais, de pair à pair, on peut passer des choses hyper positives, comme aussi ses propres peurs, ses émotions et autres. Et c'est vrai que quelquefois, on peut être dans un cocon, le terme est peut-être mal choisi, familial, mais en fait, on est très peu de temps avec nos enfants et ils sont dans un environnement, ils voient ce qu'ils voient, ils entendent ce qu'ils entendent, et voilà, ils sont aussi poreux que nous pouvons l'être, je pense. Et donc, voilà, il y a et ça rejoint en fait, parce que vous avez parlé, Éléonore, tout à l'heure, des CPS, les compétences psychosociales, ça me fait écho avec l'IREPS, qui s'appelle plus l'IREPS maintenant, mais voilà. Et en fait, il y a eu un cartable des compétences psychosociales qui a été développé et qui, pendant un temps, pouvait se transmettre dans les écoles pour outiller les enfants sur 10 compétences essentielles dans les relations humaines, on va dire ça au sens large. Bon, la région n'a pas jugé ça utile, donc je pense voilà, c'est bon, ok. C'est simplement, en fait, et je rejoins ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, sur les addictions, où en fait, c'est d'avoir la force en soi face à des situations, de pouvoir dire non, en fait, d'être suffisamment fort et outillé face à des situations où justement toute la protection que peut représenter la famille, les amis, etc., en fait, il n'y a pas cette forteresse qui est présente et il faut arriver à retrouver les ressources en soi et c'est hyper compliqué et tout ça, ça se construit dès la petite enfance, ça fait le lien avec ce qui avait été évoqué tout à l'heure. Et je me disais que pour qu'on puisse être à l'aise, jeune homme, jeune fille, mais surtout jeune fille, femme, dans l'espace public, c'est aussi s'en emparer très tôt. On ne voit pas beaucoup de jeunes dans l'espace public. Parce que dès qu'il y a des jeunes dans l'espace public, ils font du bruit, ils sont pas... Non, mais en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, je trouvais ça effarant, de 9 km à 3 mètres après le confinement, quoi. Et peut-être que nous aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, grands-parents aussi, parce que j'en ai pas mal de cheveux blancs, comment on n'arrive pas à laisser transpirer nos peurs, nos angoisses, etc. Parce que je pense que les enfants sont aussi poreux à ça, sensibles à ça, et que si on n'ouvre pas les bras, c'est difficile d'oser aller plus loin, marcher la nuit dans les étoiles. On était dans le cosmos, là, c'était assez chouette, quoi. Enfin, je sais pas, je suis sûre que si on fait le tour des personnes qui sont ici, on a des souvenirs de se balader la nuit sans aucune appréhension. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus possible? Enfin, voilà. Mais bon, voilà. Merci en tout cas, et je trouve ça, enfin, à défaut de se balader la nuit, d'écouter la nuit, c'est bien aussi. Ça fait voilà. plaisir. Merci. Merci à vous, déjà, super intervention. Alors, moi, je voudrais revenir sur plusieurs trucs que vous avez dit qui est super intéressant. Déjà, pour ce dernier point, justement, si on regarde tout autour, alors on va pas se mentir, je suis désolé si ça vous vexe un petit peu, il n'y a pas énormément de jeunes, très jeunes en tout cas, hein. Je crois que personne n'a moins de 18 ans, on va pas se mentir. Du coup, il y a aussi une réalité à prendre en compte qui sont que en fait, les jeunes sont différents de nos jours. Et moi, alors dans mes 24 ans où je commence à me sentir vieux auprès de jeunes, ça en fait marrer beaucoup, hein, j'ai l'impression. Il y a des choses qui ont changé. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui est sorti et j'ai passé ma vie sur Internet. Genre, je suis vraiment l'enfant d'Internet, on va dire. Et les jeunes sont de plus en plus des enfants d'Internet, on va pas se mentir. La moyenne, elle est autour entre 3 et 5 heures par jour en moyenne de consommation d'écran. Et bon, alors, certains y verront beaucoup de mal et il y en a, mais il y a aussi énormément de bien. Moi, je parle en mon nom. J'ai rencontré tellement d'amis, tellement de possibilités. Et en fait, Nightline, c'est aussi ça, en fait, ça fait aussi partie d'Internet. Internet, il y a tellement de choses fantastiques, mais c'est comme la vie de tous les jours. En fait, je veux dire, sortir la nuit, c'est cool. Croiser des gens mal intentionnés la nuit, c'est pas cool. Et du coup, c'est aussi se rendre compte de cette réalité-là que les jeunes ont changé. Donc, peut-être qu'on peut se dire, en effet,
Bah, Instagram, c'est de la merde, je suis d'accord sur une grande partie. Mais en fait, bah, y a plein de choses qui sont trop bien et qui changent. Donc maintenant, c'est pas une question de faut revenir à ce qui était avant, c'est comment est-ce qu'on adapte à ce qui est actuellement en place. Et je pense que c'est vraiment super important de se dire ça et pas partir genre ah là là, les jeunes sortent plus, voient plus la nature. Bah, je suis désolé, mais moi, vous me mettez 15 parcs publics dans la ville, bah, ça va pas me changer ma vie en fait. Non, non, mais je dis pas ça dans ce sens-là. Je pense que ça aiderait beaucoup pour plein de trucs, mais je pense qu'il y a tellement d'autres facteurs à prendre en compte en plus auprès des jeunes. Donc ça, et ensuite, je voulais revenir aussi sur le pair à pair. C'est super important, ça voilà, bah, je presse pour ma paroisse, hein, vraiment, je parle de Nigel, mais juste aussi que les pères soient formés en fait à être des bons pères, entre guillemets, pères PAIS, hein, bien évidemment, dans le sens où en fait être des bons pères aussi, en plus, si seulement on n'avait que des bons pères, si seulement, mais du coup dans le sens où être un père qui est aidant, bah, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Et au contraire, on peut être des pères pas du tout aidants, malveillants, entre guillemets. Et donc, c'est aussi important de se dire qu'en tant que père, même si on n'est pas la personne qui a besoin d'aide initialement, entre guillemets, c'est aussi important de nous prendre soin de nous. Parce qu'en tant que père, on n'est pas non plus des chevaliers blancs, on n'est pas non plus à claquer des doigts pour régler le problème. En tant que père, on apporte du soutien, on oriente, on aide, on assiste, mais on ne fait pas la tâche, on ne peut pas faire plus. Et c'est aussi important parce que, comme vous l'avez dit, en fait, si on a des pères qui ne vont pas bien, bah, ça nous impacte aussi nous. Donc il y a un peu ce truc de, ok, c'est important d'être un soutien pour les autres, mais il faut savoir prendre soin de soi aussi. C'est vraiment un équilibre important à jongler entre prendre soin des autres et prendre soin de soi. Il y a vraiment cet équilibre. Et à Nightline, on le voit très bien, on met en place énormément de soutien pour nos bénévoles. Et sincèrement, ils font un travail fantastique. Je leur envoie, je suis extrêmement fier d'eux et je leur envoie tout plein de félicitations parce que c'est incroyable. Mais en fait, c'est super important de prendre soin de ces gens-là. Donc voilà, merci pour votre intervention. Eh ben, tu as dit ce que je voulais dire. Donc, je vais parler moins longtemps. Je vais compléter. Alors, je reprends pour les pères. Ça a été théorisé. On sait que ça soigne. La relation de confiance, elle est magique avec les pères. Maintenant, c'est professionnalisé. Ça s'appelle des pères aidants. Il y en a dans de plus en plus de services. Et ça ajoute une qualité des soins absolument extraordinaire. Donc, il mérite d'être rémunéré. Je ne sais pas s'il y a des militants chez Nightline, mais il va falloir monter un syndicat. Notre société, elle change. Et on ne peut pas comparer un enfant de 1929 à un enfant d'aujourd'hui, en 1926. En 1926, il n'y avait pas autant d'automobiles, il n'y avait pas autant de dangers dans les rues, il n'y avait pas de crack, ou très peu. Et aujourd'hui, enfin, on ne peut pas laisser un enfant se balader 9 km de 8 ans. Enfin, et personne ne laissera faire ça, en fait. S'il y a un enfant de 8 ans qui va à l'école à l'autre bout de la ville, bon, une fois, ça sera peut-être toléré. Deuxième fois, on va se poser des questions. Troisième fois, il y a les voisins, il y a le directeur de l'établissement qui va commencer à signaler, quoi. Donc, c'est pas adapté. L'idée, c'est pas de revenir comme on était avant. Aujourd'hui, on a les nouvelles technologies. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'est-ce qu'on décide pour nos enfants et la santé mentale de demain. Et la santé mentale, je parlais d'autostigmatisation tout à l'heure. L'autostigmatisation, elle est partout, par exemple Cartable. Pour transmettre les compétences psychosociales aux enfants, eh ben, celui qui transmet, il doit avoir bossé sur ses compétences psychosociales, sinon, comme les pères aidants, il peut faire pire que mieux, parce qu'on touche des sujets intimes, sensibles, et les enfants sont vulnérables à ce moment-là. Donc si la personne qui souhaite transmettre n'a elle-même pas bossé sa santé mentale, ça va être compliqué de changer quelque chose. Voilà. Une dernière question. Une dernière question, merci. Merci pour vos interventions, c'est très riche et vraiment très éclairant. Je n'ai pas pu poser la question tout à l'heure et le psychiatre est parti, mais je pense, Éléonore, vous allez pouvoir répondre. Vous parliez de ressources. Alors effectivement, on peut déplorer là le manque de lits. Hein, à Saint-Nazaire, le service Shadow a fermé par manque
de médecin pédopsychiatre. Voilà. Par contre, je voulais faire le lien entre, au travers de ce que j'ai lu, entre voilà, les enfants qui sortent de ces structures-là et après la sortie et comment ils peuvent, parce que le thème c'est quand même psychiatrie au niveau de l'enfance, donc comment ils peuvent après continuer leurs études. Je crois savoir que là aussi au niveau ressources, il manque un accompagnement. Je crois savoir que du côté de Sablé, on a une structure associative, la Soins Études à Sablé, qui est adossée à un lycée. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, il faudrait que ça soit plus généralisé. Ce que je pense de Soins Études à Sablé. Oui. Bah, c'est formidable, il devrait y en avoir partout et c'est étonnant qu'il n'y en ait qu'un par région. Et encore, enfin, même en France, c'est assez unique et c'est assez singulier comme établissement, mais évidemment que c'est hyper aidant et que l'objectif premier chez un enfant, la plupart du temps, c'est ce qu'il réclame, son besoin, c'est de retourner à l'école. Pour les ressources, alors théoriquement, en sortant d'hospitalisation par exemple, toutes les professions existent pour les enfants. On sait soigner un enfant en 2025 avec des troubles psychiques, heureusement. En théorie, en sortant, en France, il y a la sectorisation. La France est découpée pour avoir des structures intra-hospitalières, extra-hospitalières, qu'on appelle de secteurs. Donc, ça a été organisé comme ça. En sortant d'hospitalisation, les jeunes, les enfants, sont orientés sur les CMPEA, on appelle ça, centres psychologiques, médicaux, éducatifs, adaptés, ça ne doit pas être ça. Oui, bon. Donc ça c'est pour les enfants. Non, enfants, adolescents, n'importe quoi. Donc enfants, adolescents, CMPEA. Si on n'est pas satisfait de son propre secteur et qu'on ne s'entend pas bien avec les professionnels parce que la relation d'aide se construit sur une relation de confiance, et ça ne se commande pas, on n'a pas forcément confiance. Donc il y a tout plein de professionnels libéraux autour, les orthophonistes, les psychomotriciennes, psychomotriciens, mais il y a quand même beaucoup de filles, donc on va parler des femmes, sinon on ne les voit plus. Ergothérapeutes, tout ça, c'est des professions réglementées, pas remboursées. Si orthophonisme, mais bon, il n'y en a plus. Voilà. Donc ça, c'est en théorie. En théorie, on sait soigner, accompagner des enfants pour les réintroduire dans les établissements scolaires. Mais la situation n'est pas actuellement comme ça. Voilà. Sinon, il y a aussi toutes les démarches pour reconnaître son enfant qui a besoin d'aide, donc les MDPH, Maison du handicap, où il faut être patient et avoir beaucoup de temps devant soi et adorer les papiers. Parce que autant il y a de la perte de chance entre l'apparition des troubles et l'entrée dans le parcours de soins, on n'en a pas parlé, mais si on prend l'exemple de la schizophrénie, qui arrive entre 14, 15 ans jusqu'à 25 ans, c'est 3 ans. Là, on parle juste du moment du tout premier symptôme de la schizophrénie à l'entrée dans le parcours de soins. Il n'a pas encore vu de médecin, il se passe 3 ans. Donc là, la perte de chance est quand même énorme. Ensuite, 10 ans pour le diagnostic. Et une fois qu'on a le diagnostic, dossier MDPH. Voilà, donc ça peut prendre un petit peu de temps avant d'avoir des soins. Merci, j'ai la délicate tâche de gérer le temps. J'ai fait au vu des questions et c'est bien normal, on va ajuster. Merci, vous avez vu la complexité du sujet, sa richesse et donc les étapes qui ont été nécessaires au Conseil de développement pour se poser la question de quel sera l'angle choisi, quelle a été la démarche, puisque Éléonore a dit que l'idée c'était de repartir avec plus de questions. Nous, on a la délicate mission de formuler un avis, voilà, Marie en parlera, et donc on va reprendre un petit peu le cheminement de cette démarche. Merci beaucoup tout le monde. Et j'aimerais juste finir sur un petit mot. Je vous envoie plein de monde positif. Merci de vous intéresser à ce sujet. C'est ultra important et je finirai par quelque chose que j'ai pas dit. Mais il y a juste
pas de petits problèmes, et je pense que c'est important qu'on le conscientise aussi. Il n'y a pas de petits problèmes, qu'on puisse écouter les uns les autres et qu'on trouve des solutions ensemble pour aller vers un monde meilleur en fait. Allez, Merci, merci, on peut les applaudir. Merci beaucoup.